BFM Business, BFM Crypto, le club. Chaque après-midi aux alentours de 16h30, à peu près à l'heure du goûter en gros. Votre crunch BFM Crypto, on essaie d'établir, de dessiner des perspectives pour ce marché nouveau qui est en train de tenter d'émerger. Alors certes au prix de certaines convulsions en ce moment, c'est ce qu'on observe. Nos trois experts pour nous éclairer sur ce chemin pavé de roses, mais pas que. Valentin Demey vient de nous rejoindre. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Bonjour. Journaliste pour Cryptost. Quand il y a une rose, il y a souvent une épine pas très loin. Yves Chouefati aussi vient de nous rejoindre. Bonjour Yves. Bonjour Guillaume. Président fondateur de Tobam et pour mesurer le potentiel technique des cryptos à court moyen terme. Laurent Pignot, bonjour Laurent. Oui, bonjour. C'est compliqué Laurent. Laurent Pignot pour Zone Bourse, c'est compliqué pour le Bitcoin qui est tout à l'heure passé sous les $20 000, cette zone de prix qui représentait le pic et qui représente toujours le pic du marché haussier de 2017. Qu'est-ce qu'on peut attendre désormais sur le Bitcoin d'après vous, Laurent ? Alors oui, effectivement Guillaume, le Bitcoin souffre, le Bitcoin chute lourdement même en ce début de semaine. Le BTC a plongé de 20% depuis lundi et se retrouve tout juste au niveau des 21 200 $ à l'heure actuelle, en baisse de 3,8% pour l'instant sur la journée. Nous étions à quasiment moins 10% ce matin avec un Bitcoin qui gravitait autour des 20 000 $. Donc le Bitcoin se reprend un petit peu en cours de journée dans le sillage des indices boursiers américains. Alors, nous avons eu un chiffre historique lundi lorsque le Bitcoin est passé de 26 500 $ à 22 500 $. Les ventes à perte sur le réseau Bitcoin, donc c'est-à-dire les investisseurs qui ont engrangé des moins-values sur leur position en Bitcoin, donc tout simplement en clôturant leur position, le montant de ces ventes à perte a culminé à plus de 4,7 milliards de dollars sur la journée. C'est tout simplement inédit, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du Bitcoin. Alors rappelons que ces accélérations baissières du Bitcoin que nous connaissons ces derniers jours s'inscrivent dans un contexte de fond qui est très dégradé, d'un point de vue macroéconomique évidemment avec l'inflation galopante que tentent de juguler les banques centrales, mais aussi graphiquement, le Bitcoin s'est délesté en l'espace de 3 mois seulement de plus de 50% de sa capitalisation. Alors techniquement à court terme, quels sont les niveaux à surveiller ? C'est bien cette zone des 20 000 $ qu'il va falloir surveiller. Il s'agit, comme vous le disiez, du sommet du marché haussier de 2017 pour le Bitcoin, un niveau qui est donc très surveillé par les acteurs du marché et qui pourrait faire office de support dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Si ce niveau n'est pas défendu par les acheteurs, il y a de fortes chances que le cours plonge en dessous au niveau des 14 000 $. C'est le prochain support technique sur le Bitcoin et c'est une zone qui représente le sommet du cours donc du BTC lors de l'été 2019. Et pour finir, soyons tout de même un petit peu positifs, Guillaume, nous en avons besoin en ce moment. Dans un scénario positif, le cours pourrait avoir éventuellement trouvé son point bas sur les 20 000 $. À ce compte-là, en étant fortement défendu par les acheteurs, le Bitcoin va devoir consolider autour de cette zone des 20 000 $ pendant un bon moment, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et puis retrouver avec du volume et avec force les 25 700 $ dans un premier temps. Il s'agit du point bas du cours du Bitcoin du mois dernier. Et puis, dans un second temps, les 30 000 $ pour redevenir un petit peu plus positif. Mais nous sommes bien loin de ce scénario pour l'instant. Il va falloir être patient et attendre ces signaux acheteurs pour gagner un petit peu d'optimisme sur le Bitcoin. Et on le rappelle tous les jours, il ne faut investir en crypto que l'argent que l'on est prêt à perdre ou dont on n'a pas besoin. Marché encore très spéculatif, évidemment, et très volatile. On suit beaucoup Bitcoin, dont la capitalisation est la plus élevée dans l'univers crypto. Juste derrière, il y a l'Ether qui navigue, lui, au-dessus, autour des 1 000 $. Est-ce que l'Ether pourrait avoir trouvé une zone de support sur ce prix des 1 000 $ d'après vous ? Alors vous en doutez, la situation n'est pas plus glorieuse, c'est pas plus réjouissant sur l'Ether. Pour vous dire même, c'est pire que pour le Bitcoin. Le cours de l'Ether navigue autour actuellement des 1100 $ et se retrouve donc sur un niveau plus bas que son sommet du marché haussier de 2017 où l'Ether s'établissait autour des 1400 $ à l'époque. Alors rappelons que l'Ether se retrouve dans sa 11e semaine de baisse consécutive. C'est 70% plus bas que par rapport au début du mois d'avril. Ça commence à être bien costaud sur l'Ether en termes de pertes. Alors techniquement, le prochain support se retrouve au niveau des 800 $ si le prix psychologique des 1 000 $ venait à lâcher. Et si, comme pour le Bitcoin, en ayant une vision un petit peu plus positive, pour que l'Ether retrouve un niveau un peu plus intéressant, il va d'abord falloir qu'il travaille ce niveau psychologique des 1 000 $. Et si c'est le cas, pour redonner un signal positif très franc, il va falloir refranchir les 1 400 $ avec volume et avec force. Mais ce scénario, comme d'habitude, dépendra des agissements du Bitcoin
qui a l'habitude de diriger le marché depuis de nombreuses années. Allez, il nous reste une minute pour parler, pourquoi pas, d'une troisième crypto. Est-ce que vous voyez des zones de prix intéressantes sur un altcoin éventuel, là, dans cet univers très vaste? On rappelle qu'il y a plus de 14 000 cryptos aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a une qui, à vos yeux, offre des points techniques intéressants à suivre, d'après vous, Laurent? Alors oui, l'exercice n'est tout de même pas facile dans ce contexte de marché et ce contexte macroéconomique, mais il y a quelques crypto-monnaies qui peuvent sortir du lot. C'est le cas éventuellement du Sol de Solana qui se retrouve sur une zone de support intéressante. C'est le niveau des $30 qui est intéressant d'un point de vue technique. C'est une zone qui représente un niveau de consolidation de l'actif lors de l'été dernier en 2021. Bon. Voilà, seuil technique intéressant, ce qui ne signifie pas qu'il s'agit d'un conseil d'investissement, pas du tout. Et on rappellera donc qu'il faut investir que ce dont on n'a pas besoin. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Laurent Pignot et ses experts pour Zone Bourse. Valentin Demey toujours avec nous, ainsi que Yves Chouefati pour Tobam. On se demandera dans un instant, Yves, si le Bitcoin va sortir finalement, même s'il recule lui aussi, renforcé de ce qui est en train de se passer. D'abord, Valentin, c'est vrai que la finance décentralisée est peut-être en train de vivre son moment Lehman. C'est une terminologie qu'on voit en ce moment beaucoup autour de la finance décentralisée. On a 200 millions de dollars en cours de liquidation dans cette DeFi. Le plus gros jour de test pour cet écosystème est en train de se dérouler là sous nos yeux en direct. C'est une phrase qu'on entend beaucoup en ce moment. Le moment Lehman, c'est à toutes les sauces. C'est sur le marché crypto, c'est sur la DeFi, c'est sur Celsius. A priori, il y a un name dropping particulièrement apprécié en ce moment pour cette affaire de 2008 de l'époque. Effectivement, d'un point de vue très on-chain, d'un point de vue très, si on observe la blockchain qui est transparente, qui est auditable, pour voir un peu ce qui se passe actuellement, on a effectivement une journée record, si ce n'est la journée record, en termes de difficultés et de pression pour l'écosystème de la finance décentralisée, et particulièrement pour les protocoles d'emprunt et de dépôt qui sont les plus gros qu'on a l'habitude de citer ici, Compound et AAV, puisqu'on a globalement des personnes qui viennent déposer des crypto-monnaies en collatéral pour emprunter d'autres crypto-monnaies, par exemple, ou d'autres qui sont deux personnes différentes qui viennent emprunter ce que les gens ont déposé en face. Donc, c'est un protocole qui fonctionne de la manière suivante, surcollatéralisé, qu'il faut toujours garder surcollatéralisé. Comment on garde ça surcollatéralisé? Si jamais l'actif en collatéral baisse trop, on le liquide juste avant. C'est à peu près comme le fonctionnement des leviers sur les plateformes centralisées. Mais là, justement, c'est des personnes extérieures qui font ce travail-là, qu'on appelle des liquidateurs, qui vont vérifier un petit peu que tous les prêts sont bien surcollatéralisés. Et si ce n'est pas le cas, d'aller taper dans ces prêts pour les racheter. Globalement, si c'est un Ether qui descend trop, acheter cet Ether avec une petite ristourne de 5% pour inciter les liquidateurs justement à prendre la position et donner de l'USDC, donner de l'USDT, donner des stablecoins pour justement donner de la respiration et assurer la surcollatéralisation des protocoles. Et aujourd'hui, c'est plus de 250 millions qui sont en train d'être exécutés, notamment sur la plateforme principale AAV. Quand vous dites aujourd'hui, c'est ce jour. Millions, actuellement, au moment où on parle, Guillaume, à 16h41 sur le plateau, que c'est en train de se jouer là. Et il y a toute une inquiétude parce que vous imaginez bien que 200-250 millions qui pourraient être touchés autour de actuellement, jusqu'à le point le plus dangereux, c'est 930 $ sur l'Ether, où il y aurait là la dernière grosse vague de liquidation. Et ben 230 millions à liquider d'un coup, c'est pas la ristourne des 5% qui sont offerts par les protocoles pour liquider, qui vont vous permettre de retomber sur vos pieds, parce que les 230 millions, ça fait baisser beaucoup plus le cours de l'Ether que ces 5% qui sont proposés. Et puis donc il faudrait le faire petit à petit en espérant que le prix soit pas trop impacté, mais comme on est sur une blockchain Ether qui sera très sollicitée, la blockchain Ethereum, des frais de gaz peut-être un peu élevés, et donc ça serait pas forcément utile non plus que les robots s'actionnent. Globalement c'est des gens, mais surtout des robots qui font ça pour le compte de ces liquidateurs qui ne voudraient pas s'actionner en justement calculant que pour liquider 10 millions il faut payer beaucoup de gaz, et donc ça serait difficile. Donc on est très clairement, pour l'instant ça fonctionne, pour l'instant ça tient sans problème. Mais il faudrait surtout pas que l'Ether passe sous les 930 $. Alors le seuil. si l'Ether passe sous les 930 $, effectivement c'est une très grosse vague de liquidation qui se met en place. Il faudrait que des liquidateurs aillent chercher cette liquidité sans faire une cascade de liquidation qui pourrait être encore plus dramatique pour l'écosystème. Cela étant, j'en discutais avec Mark Zeller du protocole AAV, qui est le développeur en chef sur ce protocole, qui me disait que chez AAV, ils ont 160 millions de dollars en sécurité au cas où il fallait justement monter au créneau pour sauver le protocole, pour pas qu'il soit insolvable. Il ne faut absolument pas qu'une seule seconde, le temps d'un oracle, le temps que l'oracle se mette à jour, que le protocole AAV soit impossible de rembourser pour ne pas être justement systématiquement
assimilé à tout ce qui est Celsius et les difficultés qu'on a, parce que c'est un protocole décentralisé. Donc là, la seule différence, c'est qu'on voit tout sur la blockchain, on sait exactement où est l'argent, combien il y en a, quel est le prix de liquidation, et il n'y a pas de flou comme Celsius, et AAV ne pourrait pas bloquer les retraits puisque c'est un protocole décentralisé. Donc là, effectivement, c'est un moment très particulier. Gros stress test. Alors, me disait Mark Zeller, ça fonctionne sur les tests, on verra si ça fonctionne dans la réalité. Pour l'instant, ça tient. Attention au point de pivot qui est à $930. Au moment Lehman ou pas alors? Est-ce qu'on est sur le moment Lehman? Je ne pense pas qu'on est sur le moment Lehman. Au-delà de la rhétorique. Non. Le moment. Parce qu'on les voit, toutes ces entreprises qui vacillent, Celsius, Three Arrows, 3AC, MicroStrategy, des licenciements d'ailleurs aussi, qu'on voit chez Coinbase, 18% des effectifs. Effectivement, alors ça c'est deux choses totalement différentes. Oui. Effectivement, sur la partie A3C, Celsius, et on en parlait d'ailleurs hier, Guillaume, sur ce plateau, c'est toutes les entreprises qui vont utiliser la puissance dite de la blockchain et de la désintermédiation pour proposer des intérêts importants, mais qui vont un peu les booster pour venir sur cette plateforme-là et pas celle d'en face, et qui ont des pare-feux où en fait ils vont faire des transactions en dehors de la chaîne et donc qui n'est pas vérifiable par Etherscan, qui est justement l'explorateur qui nous permet de tout vérifier sur les chaînes et qui fonctionne sur Compound et qui fonctionne chez AAV et sur tous les protocoles décentralisés, qui ne fonctionnent pas chez eux parce qu'ils font en dehors de la chaîne des virements entre eux, et c'est là où effectivement il y a des gens qui ont perdu énormément d'argent. Là, vous venez de citer des projets ou des fonds d'investissement qui ont perdu des centaines de millions d'euros, soit avec, à l'époque, l'UST de Terra, et on ne nous avait pas dit qu'ils avaient perdu cet argent-là en espérant faire des levées de fonds et autres qui sauveraient les fesses de ces projets et qui maintenant annoncent qu'effectivement ça va être compliqué et qu'il va falloir peut-être perdre beaucoup plus d'argent. Associé à ça, d'autres problématiques liées à la liquidation en chaîne. Et d'ailleurs, c'est ce qui justement entraîne ces liquidations sur liquidation, c'est que c'est des gens, des projets, des protocoles, et là en l'occurrence des fonds d'investissement qui doivent se séparer rapidement des Ethers pour proposer de la liquidité s'ils n'ont pas encore suspendu la retraite de liquidité, et qui doivent correspondre justement à limiter la casse et qui entraînent à la baisse ce marché-là. Mais du coup, on se demande beaucoup en ce moment comment ça se passe pour les entreprises qui ont intégré du Bitcoin dans leur trésorerie. On peut penser à Tesla, et puis aussi comment ça se passe pour ces pays qui détiennent du Bitcoin. Et c'est effectivement... Parce on parle là des finances décentralisées, mais même les cours du Bitcoin sont entraînés à la baisse actuellement. Bien sûr, parce qu'effectivement, c'est corollaire de tout ce qu'on est en train de discuter ici. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous demandiez à Laurent comment vont les autres crypto-monnaies quand le cours du marché baisse, quand le Bitcoin baisse, tout baisse. Rares sont les choses qui restent stables, sauf les stablecoins, si c'est des bons stablecoins. Mais effectivement, pour les entreprises, là, j'ai quelques chiffres sous les yeux. Effectivement, grâce à la blockchain, encore une fois, ou aux indications des différentes entreprises, on connaît un petit peu le prix d'entrée moyen des entreprises, combien elles ont de Bitcoin, et donc aujourd'hui, combien elles ont perdu. On a un Salvador qui a à peu près 2500 bitcoins, qu'il a acheté à peu près par exemple à $45,000 en moyenne, et qui donc a une PNL, donc une progression négative actuellement. Ils n'ont pas débouclé, ils n'ont pas vendu un seul bitcoin a priori, de plus de 50 millions. Une progression négative, c'est quoi? C'est une moins-value tout simplement? C'est une moins-value exactement sur leur achat. Là, le ministère des Finances du Salvador nous rappelle que c'est uniquement 0,5% du budget du Salvador. Donc même si ça allait à zéro, le pays, contrairement à ce que certains attendent peut-être pour critiquer Bitcoin, ne serait pas en faillite. Mais ils sont effectivement sur moins 44% depuis leur point d'entrée. MicroStrategy, c'est plus complexe. On voit l'action qui décroche en bourse, vraiment qui est en train de tomber en suivant le cours du Bitcoin, tout simplement, qui lui avait 130 Bitcoins acquis à $30,000 en moyenne et qui, eux, ont 800 millions de moins-value. Donc là, ça commence à être un peu plus important, surtout que la société vaut 2 milliards, 2 milliards et demi à peu près. Donc effectivement, c'est une somme importante. Moins-value de 17%, ils n'ont pas débouclé. Ils vont donner de plus en plus de collatéral justement pour tenir leur position, ne pas vendre de Bitcoin parce que la conviction reste la même, mais en même temps, la réalité du marché, elle aussi. Et donc, s'il n'y a pas de collatéral, il va falloir prendre des décisions. Mais voilà pour ce qui est des pays. Voilà pour ce qui est Tesla aussi, on en parlait, 42 000 bitcoins en moyenne acquis à $31,000. Ils ont moins 20%, 270 millions de moins-value. Donc on arrive un petit peu à se situer. S'ils venaient à déboucler, effectivement, 1, le signal serait pas bon, 2, ça serait une somme importante. Le marché serait capable, on va le voir avec Yves, de bien évidemment le prendre et de réagir en conséquence quelques mois après, parce que encore une fois la technologie elle reste, fonctionne, et pour le coup ceux qui disent à l'époque que rester sur Bitcoin c'était pas forcément une mauvaise idée, peut-être sur certains aspects. Pour les entreprises de la CDFI, donc qui utilisent les services de la DeFi, mais qui proposent de tout centraliser, n'avaient pas forcément tort. Yves, vous êtes Bitcoin maximaliste, Yves, ou vous êtes plus large que ça d'ailleurs? Yves Chouffati, Courtoba. Je ne suis pas maximaliste, mais je pense que la crypto va survivre. Et dans la crypto, qu'est-ce qui va survivre? Je ne sais pas, à part le Bitcoin. Donc je suis assez
optimiste et positif sur le Bitcoin lui-même. Le Bitcoin, un peu, c'est en quelque sorte l'or numérique. Les autres cryptos, ce sont les banques. Mais des banques, elles ne survivront pas toutes. Il y en a certaines qui vont survivre, et c'est très difficile de savoir laquelle va survivre. Ethereum, c'est exactement la même chose qu'une banque, sans bilan. Si vous appelez aujourd'hui la BNP pour faire une opération financière avec la BNP, la BNP va vous répondre un prix. Si elle ne retourne pas ce prix sur le marché, c'est autre chose que l'Ethereum. Si elle retourne cette position dans le marché, elle fait exactement le même travail qu'Ethereum. Et de même qu'il y a la BNP et qu'il y a d'autres banques, il y a Ethereum et il y a potentiellement d'autres cryptos qu'Ethereum. Parmi toutes ces cryptos qui offrent un service véritablement financier, contrairement au Bitcoin, certaines sont déjà mal, certaines vont survivre. Savoir lesquelles vont survivre, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est le moment du grand ami, là, en l'occurrence. On est en train véritablement de séparer le bon grain de l'ivraie dans cette chaque fois qu'effectivement il y a un développement de nouvelles technologies, des pousses vont bourgeonner. Il y avait 350 fabricants automobiles en France au XXe siècle. Ils n'ont pas tous survécu. Il y a eu énormément d'entreprises qui se sont mises à Internet. Il n'y en a que quelques-unes qui en ont fait effectivement leur métier. Et là, sur la crypto, c'est la même chose. Les promesses technologiques de la crypto sont telles qu'elles ont suscité beaucoup de vocations. Il y aura le capitalisme, c'est ça. C'est pas une croissance qui est calme, c'est une croissance qui est entrecomposée de crises, de surinvestissement. Et quand il y a eu des surinvestissements, il y a du tamisage qui se passe. Et ceux qui ont les reins les plus solides, la proposition la plus valorisante, ceux-là vont survivre. C'est comme aussi à l'époque des constructeurs ferroviaires dans la conquête de l'Ouest. Tout premiers ont fait faillite. Tout à fait. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils avaient fondamentalement tort. Non, le train a survécu, exactement. La blockchain survivra. Et il est déjà en train de revenir en grâce, d'ailleurs, le train, compte tenu des questions environnementales. Est-ce que vous vous dites que du coup l'inflation est une bonne chose parce que par les mécanismes qu'elle entraîne et les resserrements monétaires qui sont en train d'avoir lieu, l'inflation est source de vertu? Est-ce qu'on peut le voir comme ça? Effectivement, l'inflation c'est un paramètre économique, c'est pas bien ou mal. C'est quelque chose qui est objectif. L'inflation, c'est une perte de valeur d'achat de la monnaie. D'accord ? Pendant des années, pendant des décennies, on a cherché en Occident à créer de l'inflation. Avec un succès extrêmement mitigé. On nous disait sans arrêt, mais il n'y a pas d'inflation, on imprime. Ça a même donné naissance à une nouvelle théorie monétaire, ce qu'on appelait la Modern Monetary Theory, qui disait qu'après tout, on peut imprimer sans limite, ou qu'on peut emprunter sans limite. Il y avait l'exemple du Japon. Faisons tous la même chose, et puis ne nous posons pas de questions. C'est clair que ça s'est soldé par un échec, et que finalement, l'inflation a fini par arriver. L'inflation, elle est bonne pour certains, elle est mauvaise pour d'autres. Elle est bonne pour ceux qui empruntent. L'inflation, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les États. C'est une mauvaise nouvelle pour l'épargnant. S'il a emprunté, s'il a épargné, qu'il a placé quelque chose qui est libellé dans une devise qui subit l'inflation. L'inflation, c'est bon pour certains et c'est très mauvais pour d'autres. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur les marchés, c'est pas tellement la conséquence de l'inflation. L'inflation, elle devrait faire monter les actions. L'inflation, elle devrait faire monter la crypto. L'inflation, elle devrait faire monter les biens réels. Et les actions et la crypto, c'est des biens réels. Et pourtant, quasiment tout baisse. En fait, ce qui fait baisser le tout, c'est pas l'inflation. C'est la crainte d'une réaction excessive des banques centrales à l'apparition de ce spectre. Le grand adverse scénario du Bitcoin, c'est que les banquiers centraux deviennent durablement orthodoxes. Si un jour la Fed ou la BCE se réunissent et disent il n'y aura plus que 21 millions de dollars, effectivement la promesse du Bitcoin, elle sera quelque part challengée. Plus on se rapproche de cette possibilité d'une banque centrale qui devienne orthodoxe, plus les actifs risqués vont perdre de la valeur, pas simplement parce qu'ils valent moins cher, mais surtout parce que c'est la monnaie elle-même en laquelle on a plus confiance. Et si on nous dit, après tout, vous allez pouvoir placer votre argent sans prendre de risque à des taux élevés, il y a un arbitrage qui se passe, c'est ce qu'on appelle le de-risking. Et tout ce qui est risqué, on le vend, parce qu'après tout, on va se faire rémunérer sur des placements sans risque.
C'est ça qu'on observe aujourd'hui sur les marchés. Mais vous restez optimiste sur le potentiel du Bitcoin, du coup, parce que vous pensez que les banquiers centraux ne deviendront pas durablement orthodoxes. C'est aussi cela que signifie cet optimisme ou cette sérénité, cette confiance que vous conservez pour le Bitcoin? Oui, absolument. Les banquiers centraux ne renoncent pas à un objectif d'inflation de 2%, donc ils ont renoncé quelque part au fait que la monnaie doit transporter la valeur dans le temps. Donc on a besoin d'un objet qui transporte la valeur dans le temps. Cet objet va s'installer très progressivement et de temps en temps, c'est comme une start-up, elle aura des accidents de parcours, mais je suis assez optimiste sur le long terme sur le Bitcoin. Oui. Alors que le krach des cryptos est très spectaculaire, il est spectaculaire, mais est-ce qu'il est exceptionnel dans l'histoire des cryptos? Alors, est-ce que ce sont les cracks ou est-ce que c'est des soldes? Je ne sais pas. Ça dépend de la manière de voir les choses, effectivement. On a un prix qui baisse beaucoup. Si c'est un crack, il ne se relèvera pas. S'il se relève, c'est des soldes. Peut-être qu'il vaut mieux acheter des bitcoins aujourd'hui que de les acheter il y a 3 mois ou il y a 6 mois. Peut-être que c'est historique comme moment pour acheter le bitcoin. Est-ce que c'est exceptionnel ou pas? Peut-être, je dis peut-être pas, effectivement. Est-ce que c'est exceptionnel? Bon, nous, on est actifs sur la crypto et sur le bitcoin depuis 2013. Donc si on se contente, si on oublie un peu les premières années qui sont vraiment extrêmement préhistoriques, si on regarde les choses depuis 2013, en fait, c'est la 3e plus grosse baisse du bitcoin. En finance, on parle souvent de peak to valley. Donc on va essayer de mesurer la descente en altitude. Le dénivelé. Le dénivelé, voilà, entre le sommet précédent et la vallée, le fond de la vallée. Des chutes comme ça, il y en a eu 2 qui ont été plus grandes que ça. C'est la chute de 2013, où le Bitcoin a perdu 85% de sa valeur. Il y a une autre chute qu'on appelait le crypto winter, l'hiver crypto, où il est passé de 20 000 à 3 000, et où il a perdu à peu près aussi 85% de sa valeur. Si le Bitcoin devait perdre 85% de la valeur, il faudrait qu'il passe à peu près à 12 000 dollars le Bitcoin. Et là, on aurait effectivement quelque chose, un événement qui s'est produit 3 fois sur 9 ans. Donc le Bitcoin, c'est extrêmement risqué, c'est extrêmement spéculatif, c'est une baisse extrêmement importante qui a suivi une hausse très importante. Et comme je vous l'ai dit, il y a des moments d'exagération à la hausse. L'exagération, il faut la payer. Il y aura sans doute une exagération à la baisse aussi. De même que quand ça flambe, quand les cours flambent à la hausse, il ne faut pas être ultra enthousiaste, il faut raison garder. De même à la baisse, vous dites, restez rationnel aussi. Bon, vous aviez quel âge quand le Bitcoin est apparu? C'était il y a 14 ans, Valentin? Faut faire 23 moins 14. Vous avez 23 ans, je pensais plus. Non, je rigole, je plaisante. Vous aviez 9 ans. Vous en avez connu des cracks aussi. Vous étiez ado, vous avez suivi ça. Et puis comme vous êtes un précurseur, vous vous êtes très vite intéressé à cela. Cryptost qui nous accompagne. Vous êtes journaliste, Valentin, chez Cryptost. Et c'est vrai que l'écosystème a beau souffrir, trembler, subir des convulsions. Le soleil continue de se lever chaque jour et vous arrivez chaque matin, chaque après-midi pour nous sur BFM Business à trouver de bonnes nouvelles. On l'entendait parler hier de Coinbase qui supprime des effectifs. Binance, au contraire, compte augmenter ses effectifs et on voit toujours les entreprises investir dans les cryptos malgré les convulsions actuelles. Oui, alors ça, effectivement, c'est des points qui sont intéressants à rappeler. D'ailleurs, CZ, que vous aviez interviewé, Guillaume, de votre grand âge, avait effectivement déjà à l'époque... Ça se voit. C'est très visible, c'est de plus en plus visible. Oui, mais il faut que je précise pour les gens à la radio. C'est vrai. Donc, effectivement, s'est amusé d'un tweet tout à l'heure en disant qu'ils avaient non pas accepté de faire des pubs au Super Bowl et ailleurs pour garder un peu d'argent et proposer aujourd'hui presque 2000 postes malgré le marché. Donc, effectivement, c'est toujours cette lueur d'espoir. Et puis après, c'est vrai ce que dit Yves, on l'a connu énormément, 2 fois, 3 fois même. C'est spectaculaire, d'autant plus qu'on n'a jamais eu autant de capitaux qu'aujourd'hui. Ça, on sait effectivement l'importance que ça a eu depuis. C'est important de dézoomer, effectivement. Mais là, si on reste un petit peu focus sur cette période-là, il y a des choses que peut-être demain, on l'espère pas trop et on le dit souvent sur ce plateau, que la régulation encadrera bien. Parce qu'il y a des choses il ne faut pas dézoomer sur certaines choses. Il faut effectivement rester sur ce qui se passe avec des difficultés. Terra Luna, les enquêtes démarrent et on verra où est-ce qu'elles vont. Celsius, on verra dans quelle direction ça va, si ça passe et qu'on réactive les retraits ou pas. C'est des choses sur lesquelles il ne faut pas dézoomer. Il faut résoudre ces problèmes. C'est mieux de les résoudre quand on passe, et c'est déjà dommage, de 3 000 milliards à 1 000 milliards. Mais si on veut continuer, pour ceux qui ont compris comment ça marche, à faire des plus-values et autres, il faudra quand même que ça soit un peu plus pour le grand public,
pour Madame Michou. Michou. Oui, c'est Michou. C'est quelqu'un Mais d'autre. alors ça c'est Vous êtes jeune, mais vous avez des Michou, vous références. savez, c'est la youtubeur. Exactement. Alors ça, c'est petite. Vous m'avez repris sur cette blague. Effectivement, Madame Michou, chez nous, on dit les jeunes, Madame Michou. Mais c'est encore une différence entre nous, Guillaume. C'est vrai? Ouais. Je savais pas. Vous saviez? Non, pas du tout. Je suis dans votre camp. Hein. Je suis un peu seul sur le plateau aujourd'hui. Mais c'est effectivement, si on veut qu'il y ait plus de gens, en tout cas, qui rentrent, si on veut pas les nommer, il va falloir avoir moins de max drawdown, comme on dit. Et ce genre de choses-là, qui sont un petit peu secrets, pas la blockchain, et qui utilisent des petits endroits cachés ou des vecteurs d'attaque qui sont parfois laissés justement ouvertement sur ces territoires-là, il faudra rapidement essayer de trouver des réponses à ça. Même si effectivement, sur le long terme, on est toujours confiant sur les crypto-monnaies et la technologie derrière. C'est certain. Madame Michou, alors on dit quand on est jeune. Vous dites Michou, Madame Michou. Vous connaissez le youtubeur Michou, Guillaume? Non, pas pas du tout. Ah, je vous montre. Madame Michou, je vous l'accorde, très bien. Bon, nos pros des cryptos, le club BFM Crypto, chaque après-midi à l'heure du goûter, ça c'est bon pour vous, c'est de votre âge, Valentin Demey, journaliste pour Cryptos régulièrement à nos côtés, Yves Chouefati aussi à nos côtés régulièrement et on en est ravis, Tobam. Merci Yves d'être passé nous voir. Merci.